Repensons l'Afrique, comme nous le disions tantôt, c'est avec nos invités ce soir. À ma gauche, M. Bilegui Nomo, Jean-Paul, un habitué du plateau de Repensons l'Afrique. Nous disons bonsoir, M. Bilegui. Bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous les téléregadeurs de Canal 7 Harmonie. Bonsoir à M. Steve, bonsoir mon cher Palais. Nous avons présenté, partagé le plateau plusieurs fois. Je dis bonsoir à tous ceux-là qui me regardent, surtout ceux-là qui sont à la méconnaissance. Je pense aussi à un ingénieur du compétition qui s'appelle Romeo. Bonsoir à toi. Nous disons aussi bonsoir Romeo en passant. Bonsoir à monsieur Kwam, Steve Kwam. Bonsoir à tous mes co-panélistes. J'espère que nous allons passer un bon moment qui pourra édifier tous les téléspectateurs. Merci. Oui, nous allons prendre le troisième panéliste, monsieur Nzié Anissé, qui est un militant du RDPC et qui va ici répondre ce soir en tant que représentant du parti au pouvoir, même s'il n'a pas forcément été mandaté pour cela, mais en tant que bon militant, M. Anissé Nzié va tout simplement d'abord nous dire bonsoir. Bonsoir, M. Anissé. Bonsoir à mes chers confrères. Bonsoir également à tous les téléspectateurs de Canal 7 Harmonie. Et bonsoir également à ceux qui vont me suivre. Mais déjà, je tenais à souligner ceci. Je n'ai pas été mandaté par un quelconque parti pour venir représenter le RDPC ici-là. Donc il ne faut pas que je sois sanctionné pour une bêtise comme celle-là. Sans vouloir toutefois attirer les foudres du parti sur un des militants, nous allons tout simplement rentrer de plein pied dans le vif du sujet. Le Cameroun au Conseil de sécurité des Nations Unies, quelles conséquences pour notre pays? Michelle Bachelet a fait un tour au niveau de la présidence du Palais de l'Unité. Elle a été reçue avec tous les honneurs dus à son rang par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Elle a eu vent de la situation et de la crise politique qui secoue notre pays. Le Cameroun a été cité comme l'un des pays sur lequel le Conseil de sécurité des Nations Unies va statuer. Est-ce qu'il y aura des conséquences au niveau, au niveau du fonctionnement de la vie politique de notre pays? Voilà la première question à laquelle va s'atteler nos différents intervenants ce soir. Nous allons commencer directement par M. Nzié Anissé. Qu'est-ce que le Cameroun risque en étant traduit devant le Conseil de sécurité des Nations Unies? Bon, déjà, le Cameroun, au même titre que le Cameroun a été présenté, c'est-à-dire qu'il y a une plainte qui a été déposée, comme tout un chacun. 154 plaintes. Oui, il y a eu 154 plaintes qui ont été déposées par pas mal d'organismes, des associations. Et lorsqu'il y a une plainte qui est déposée, il faut également qu'on statue. On ne peut pas faire fi de ça. Et puis le Conseil de sécurité a cette responsabilité de prévenir la paix, de prévenir également les crises et de maintenir la paix. Donc, lorsqu'il y a des gens qui se plaignent, il faut qu'on examine le dossier en profondeur. C'est comme les juristes ont souvent l'habitude de dire que si il n'y a pas, si le juge refuse, parce qu'ils sont en train d'aller au niveau du Conseil de sécurité pour qu'il se présente comme juge. Et là, si rien n'est fait, il peut être considéré, ça peut être le juge, c'est-à-dire le Conseil de sécurité peut être considéré comme un déni de justice. Donc, quelque part, il n'y a pas de conséquences de prime abord. Lorsqu'on va au tribunal, on n'est pas sûr que vous allez nécessairement, c'est pas parce que vous portez plainte que vous allez gagner le procès. Il ne s'agit pas de gagner un procès dans la mesure où le Conseil de sécurité des Nations Unies devra d'abord visiter, regarder de près la situation des crises, des différentes crises qui traversent notre pays. Monsieur Bilegui, tout de suite nous allons vous demander qu'est-ce que le Cameroun au Conseil de sécurité peut risquer face à ces grandes puissances qui veulent s'asseoir pour un peu observer la situation de notre pays. Merci pour la question, elles vont vraiment sont pesantes, mais je vais m'inscrire un peu en faux avec votre question qui parle des conséquences sur le Cameroun, parce que le Conseil de sécurité qui sera réuni le 13 mai n'est pas formel. C'est un truc qui va se faire tenir de manière informelle. Alors si un truc n'est pas formel, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de communiqué ou il n'y a pas eu une déclaration officielle qui dit que le Conseil de sécurité va se réunir sur la situation sociopolitique au Cameroun. Alors, s'il n'y a pas un communiqué officiel, ça veut dire qu'il n'y aura pas de condamnation pour le Cameroun, il n'y aura pas de déclaration aussi officielle sur la situation
politique au Cameroun. C'est vrai qu'ils vont se réunir, mais ce n'est pas pour peut-être condamner le Cameroun ou bien porter des déclarations qui pourront peut-être entacher sur l'échiquier politique du Cameroun. Alors, à mon humble avis, je ne parlerai pas encore de conséquences, je ne parlerai pas de ce que le Camerounais risquerait, parce que on attend d'abord que la chose se passe, que la réunion se passe, une réunion qui est encore de manière officieuse, on attend que cela se passe et on attend le compte rendu qui sera fait là-bas aux Nations Unies. Informel mais pas secret, du moins je peux le dire ainsi. Le Conseil de sécurité, même s'il se réunit de façon officieuse, va quand même se réunir pour statuer sur ce petit pays d'Afrique au cœur du golfe de Guinée. Quelles sont selon vous, monsieur Steve Kwam, les conséquences que le Cameroun pourrait... quelles sont les conséquences de ce passage du Cameroun au Conseil de sécurité? Bon, d'emblée, il faut dire que le Conseil de sécurité va se réunir sur convocation des États-Unis. C'est bien la première puissance mondiale sur tous les plans, culturel, politique, économique, diplomatique et stratégique. Donc dire que cette réunion n'aura pas de conséquences, c'est manquer de bonne foi. Il faut dire que cette réunion sera sous le format ARIA, qui a été organisé depuis le début des années 90. Parce que les Nations Unies ont pour le Conseil de sécurité particulièrement a pour fonction essentielle de maintenir la paix et la sécurité à l'échelle du globe. Et le Cameroun est en proie à une crise qui a coûté la vie à plus de 1850 personnes officiellement. Mais selon certains protagonistes, on parle il y a de 6000 morts, ce qui concerne aussi bien l'armée, les forces d'opposition, les forces rebelles et la société, la population civile. Cette réunion, comme dit informelle, va être assortie de recommandations, parce qu'en général, le Conseil de sécurité statue et les décisions qu'elles prennent sont coercitives. Mais celles-ci sont des recommandations. Et si rien n'est fait, on va monter en gamme. On va arriver à des réunions de type officiel qui pourront être alors assorties de décisions et de résolutions. C'est voilà les conséquences qu'on encourt. Donc nous sommes déjà à un niveau où la société internationale considère que le cas du Cameroun est un cas dramatique. Il faut déjà que le globe prenne position, que le monde s'associe avec le Cameroun, l'État du Cameroun et les forces politiques et les forces sociales internes pour juguler la crise qui sévit au Cameroun. La situation serait donc dramatique, M. Anissé Ndiaye. Si la situation est dramatique, est-ce que le Cameroun n'est pas capable lui-même de gérer ces crises en interne et a besoin d'aller maintenant au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que des résolutions y soient prises? Bon, le Cameroun, en ce qui concerne par exemple le gouvernement n'a pas saisi le Conseil de sécurité. Il y a des structures qui ont saisi le Conseil de sécurité parce qu'ils ont estimé que la situation est suffisamment grave. Mais le gouvernement, quant à lui, estime qu'il est encore capable de gérer cette situation, qui n'est pas aussi dramatique parce que en face, avec 6 morts, officiellement, c'est pas bon, ça ce sont des déclarations, les 6 000 morts, les 10 000, on peut même dire 200 000 morts. Mais il faut donc qu'on justifie donc ces morts-là. Et puis on les compte quand où? Puisque personne n'y va. Personne n'y va dans ces zones. Mais tout le monde prétend qu'il a des aptitudes et des qualités pour pouvoir remédier au problème. C'est ça la difficulté. Maintenant, le Cameroun a estimé qu'il a suffisamment d'arguments pour remédier à la situation. Mais si les gens estiment que le Cameroun, ils ont saisi le Conseil de sécurité, le gouvernement en place a mis en place un certain nombre, il a tendu la main pour essayer de remédier à un certain nombre de situations. Par exemple, on a confié des ministères clés aux ressortissants du sud-ouest et du nord-ouest. On a également créé une commission concernant le bilinguisme et le multiculturalisme pour essayer de déceler les problèmes sur le terrain. Bon, et puis il y a également une commission de désarmement qui a été mise en place, qui est présidée par un ressortissant
de cette zone-là. Bon, si des gens qui vivent dans ces zones, si quelqu'un dans son village n'est pas capable de déceler les difficultés dans son village, c'est pas quelqu'un qui sortirait d'ailleurs, qui va venir trouver des solutions. Mais néanmoins, les gens estiment qu'il faut qu'on passe au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons y passer et ensemble, nous allons présenter, chacun va présenter ce qu'il a déjà eu à entreprendre. Et on verra de l'autre côté qu'est-ce que les autres ont fait. Nous savons bien que la position des embazonnés est claire. C'est la sécession, rien d'autre. Justement, est-ce qu'en partant au niveau des Nations Unies, on n'est pas là en train d'aller aussi statuer vers la situation politique, notamment la question de la forme de l'État? Oui, en allant, je vais un peu d'accorder avec ce que Michel Nissé disait tout à l'heure, en disant que ce n'est pas le gouvernement qui a porté plainte, qui est parti déposer une plainte, parce qu'un gouvernement peut porter plainte contre lui-même. Alors, suivez mon regard, et qui ont déposé la plainte contre... Qui a déposé la plainte? Suivez mon regard, je ne vais pas citer les contemporains ici. Alors, si le Cameroun est au Conseil de sécurité, moi je m'en parle parce que c'est pas un truc officiel, c'est pas encore officiel, bien que mon frère a dit que c'est des décisions qui vont sortir officieuses, qu'on va pas officieuse, informelle, pas informel, oui. Informel, ce qui est informel est officieux. Non, c'est pas ça. Ok, bon, on va pas entrer dans la sémantique. Bon, c'est ce qui va sortir de cette réunion qui sera statuée, qui sera faite le 13 mai, que l'ONU va décider ce qu'ils vont faire pour le Cameroun. C'est ça, c'est ce que vous avez dit. Je ne travestis rien. Alors, si je ne sais pas ce qu'ils vont, je suis sûr qu'ils vont traiter des questions de droits de l'homme. Je pense bien qu'ils vont traiter des questions de droits de l'homme, s'ils vont penser sur la forme de l'État. Mais Michel Bachelet était ici au Cameroun, je pense qu'elle a rencontré toutes ces personnes qui font partie, les parties prenantes de cette crise sociopolitique au Cameroun. Elle a rencontré l'institution la plus haute au Cameroun, le président de la République, elle a rencontré le PAN, elle a rencontré le président de la commission bilinguisme, elle a rencontré Faïngo de la DDR, elle a rencontré les partis politiques d'opposition et même de la société civile. Tous ont présenté leur position face à ce qui se passe. Alors, c'est du rapport, je pense bien que c'est le rapport que Michel Bachelet va aller donner là-bas, que cette réunion-là, sur cette réunion-là, ce rapport-là, que la réunion va se tenir. Alors, je pense bien qu'elle a été découverte en tant que citoyen d'honneur, j'espère que ce n'était pas pour la doubler, afin qu'elle ait donné un bon rapport, mais je sais quand même que il y aura beaucoup de questions qui vont se poser là-bas, d'abord sur la question des droits de l'homme, aussi la question sur la forme de l'État. Mais si cette réunion a été convoquée parce que les États-Unis sont la superpuissance militaire, comme le disait mon frère, mais je ne pense pas que ce n'est pas seulement les États-Unis qui dirigent aujourd'hui le Conseil de sécurité. Quand on parle de Conseil, ça veut dire qu'on s'assoit à l'unanimité. Je pense qu'il y a l'Europe, il y a la Russie, et bien ceux-là qui ont le droit de veto, qui dirigent le Conseil de sécurité. Alors, une seule personne dans un conseil ne peut pas se lever et décider de convoquer une réunion sans prendre l'avis des autres membres du Conseil. Mais si les États-Unis quand même ont eu à convoquer le Conseil de sécurité, ça veut dire que la situation préoccupe particulièrement la première puissance. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de s'interroger sur le rôle des États-Unis aussi dans la crise qui traverse le Cameroun? Bon, interroger le rôle des États-Unis dans la crise, dans quel sens? Les États-Unis soutiennent un acteur, je ne sais pas ce qu'on veut dire là, ce que sous-tend ta question. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que je constate que... Les États-Unis ont tendance à soutenir souvent des positions, notamment la position de celle qui défend les droits de l'homme ou alors de l'émancipation des peuples. On l'a vu notamment avec la guerre au niveau du Darfour. Voilà. Les États-Unis ont une diplomatie droit de l'hommiste. Ils défendent la démocratie. C'est l'un des principes cardinaux de leur diplomatie internationale. Donc, si pendant longtemps, les États africains ont profité de la guerre froide pour installer des dictatures sur le continent, la fin de la guerre froide va évanouir tous ces vœux-là, toutes ces ambitions. Les États-Unis sont là, elles vont se battre pour que... Les États-Unis se battent pour les peuples africains. Bien sûr, elles se battent pour que la démocratie soit respectée, elles se battent aussi pour leurs intérêts. Mais il revient à nos États de ne pas prêter le flanc aux États-Unis. Comment?
en donnant, en accordant le poids nécessaire au peuple pour pouvoir peser sur les affaires politiques. Tant que vous voulez museler le peuple, vous bastonnez le peuple, comme on a fait à Longuet là. Longuet, si les États-Unis viennent, vous croyez qu'il va refuser? Il a été bastonné jusqu'à pisser le sang. Quelqu'un qui pisse le sang. Vous avez les preuves? Mais Longuet l'a dit. Mais Longuet l'a dit. Tu veux nier ce que Longuet a subi? Il est passé à la télé avec un visage tuméfié. Il ne faut pas dire des choses sans avoir les preuves. Longuet a dit. Mais est-ce que nous avons les preuves? Nous sommes quand même des politologues. Il faut avoir les faits. Attention, mais mon ami, avant que Longuet ne s'exprime, j'avais déjà l'information. Est-ce que le chanteur Longuet avant que Longuet ne s'exprime à la télé, j'avais déjà l'information. Un instant. Attends, j'ai fini. Est-ce que le chanteur Longuet a donné la date de son arrestation? S'il a venu donner la date de son arrestation. Bon, là on sait qu'on a arrêté Longuet. On revient juste au niveau déjà j'ai fini. des États-Unis. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un dire que ça peut être 200 000 morts. On constate qu'il y a une banalisation de la vie. Quand on compte 1, 2, 3, 4, quand quelqu'un perd son père, on n'a qu'un seul père. Il pleure sans se demander si c'est 2 pères, si c'est 5 pères, si c'est 6 pères. La douleur de ces anglophones-là, 1850 personnes qui sont morts sous les forces de l'ordre aussi. Bien sûr, même ces forces de l'ordre la meurent à cause de la mauvaise gouvernance. Bien sûr, de mauvais choix de nos dirigeants. Pourquoi nos dirigeants, mais la gouvernance c'est ça, il y a la gouvernance sécuritaire. Bien sûr. Pourquoi nos dirigeants veulent à tout prix maintenir l'État unitaire qui ne fonctionne plus? Ça ne fonctionne pas. Il faut écouter les anglophones. Il faut écouter les aspirations. Il faut les écouter. Il faut dialoguer et trouver un consensus. C'est ça la politique. On ne peut pas fonctionner sur le modèle post-colonial où on avait la France pendant longtemps. On venait massacrer les gens comme on a massacré dans le pays Bassa, comme on a massacré à l'ouest du Cameroun plus de 300 000 personnes et croire qu'on va toujours faire comme ça. Le parapluie français, c'est fini. Les États-Unis sont là et il faudra faire avec les droits de l'homme. On va prendre un dernier tour de table. La forme de l'État n'est pas discutable, a dit le président de la République, son Excellence Paul Biya. Est-ce qu'aujourd'hui, il est question de s'asseoir avec les protagonistes de la sécession pour pouvoir discuter et revenir encore sur les accords de 1972? Bon, je souhaite, le président Obama, lorsqu'il était aux affaires, il a dit que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts. Yes. L'Afrique a besoin des institutions fortes. Et ça ne revient pas, ça ne revient pas à un seul individu. C'est-à-dire, peu importe son statut, président de la République, le président de la République est le garant de la Constitution. Il doit la respecter. Il est inadmissible que c'est écrit noir sur blanc. L'État camerounais, il a dit l'État du Cameroun, le Cameroun est un État unitaire. Et il revient tout simplement au président de la République de dire que la forme de l'État, on peut revenir là-dessus. Non, il ne revient pas au président de la République. Maintenant, s'il y a des éléments qui démontrent qu'en réalité, on doit passer peut-être à autre chose, cela ne revient pas exclusivement au président de la République de le faire. Il y a des mécanismes pour revoir, par exemple, pour modifier la Constitution. Cela ne revient pas à un seul individu. Maintenant, il y a par exemple les États-Unis qu'on aime bien citer, qu'on aime bien snobber et autres, pour dire que les États-Unis, ils sont les meilleurs. Les États-Unis n'ont jamais changé leur Constitution depuis des années et des années. Ils ne font que des petits amendements et autres. Là, c'est quelque chose de précis. Nous également, nous devons également nous figer là-dessus. Maintenant, démontrons que nous avons peut-être les capacités pour changer la forme de l'État. Mais la forme de l'État ne doit pas se décider par exemple, une minorité de personnes. Je ne dis pas que, par exemple, on doit marginaliser peut-être parce qu'ils sont minoritaires, non. Mais cela doit être une revendication, par exemple, par les mécanismes de droit, parce que nous sommes en droit. Ça ne devrait pas être peut-être par des violences, par puisqu'il y a plusieurs mécanismes pour revendiquer quelque chose. Nous pouvons écrire, nous pouvons saisir par exemple les instances dirigeantes pour dire que voici ce que nous revendiquons. Et maintenant, nous savons bien qu'il y a eu à une certaine période où on vivait avec les mémorandas ici, là, où chacun écrivait et mettait des signatures pour dire que voilà ce que nous revendiquons, voilà ce que nous voulons. Est-ce qu'à partir de ce moment, lorsque les revendications sont faites, le Cameroun a-t-il la capacité de subir quelconque sanction venant du Conseil de sécurité, ou alors le Cameroun sera-t-il bon élève qui va se rabaisser et qui va tout simplement accepter les différentes peut-être recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies?
Vous savez qu'en droit international, je pense que Bruxelles Miranda, au niveau 3, nous avait bien expliqué les principes de droit international. Il y a un principe là qui me plaît trop, le principe, je crois, numéro 4, qui dit qu'on parlait de la non-immixtion des affaires internes d'un pays, la non-ingérence. Alors, je pense bien que le Cameroun est un État indépendant. Je pense bien que nous sommes indépendants, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Nous sommes d'accord ici. J'espère, M. Steve, nous sommes indépendants, non? Nous sommes souverains. Alors, ça veut dire que si nous sommes souverains, alors je ne vois pas le Conseil de sécurité qui est d'abord même... Cette réunion est d'abord informelle parce que j'attends un communiqué officiel du Conseil de sécurité à l'unanimité avec tous les membres du Conseil pour convoquer une réunion et pourra prendre des solutions qui vont amener le Cameroun à sortir de cette crise. Alors, je ne vois pas ce genre de sanctions. Alors, Michel Bachelet est venu ici. Je vous ai dit que la réunion là va se tenir sur le rapport que cette femme allait donner au Conseil de sécurité. Alors, je pense bien que le dialogue inclusif serait d'un grand atout pour notre pays, pour pouvoir sortir de cette crise-là. Un dialogue inclusif qui peut, pourquoi pas ne pas parler d'une conférence souveraine nationale. On avait vu les conséquences positives de la conférence tripartite. Alors, pourquoi ne pas organiser ce genre de choses et causer? Nous sommes dans notre pays. Faire asseoir M. Steve, M. Anisser, et Lundu et moi, on discute sur une table et trouver des solutions. Pourquoi chercher toujours à inviter quelqu'un qui vient de l'autre côté pour pouvoir venir chercher à régler nos propres problèmes? Mais on a quand même constaté que le président de la République est très actif ces derniers temps sur les réseaux sociaux et qu'il appelle les uns et les autres à un dialogue, à la paix, à la réconciliation. Mais qu'à cela ne tienne, on constate aussi quand même que malgré le discours du président de la République, les forces se cristallisent et on continue dans une guerre qui ne prend toujours pas de fin et tous les jours nous continuons de compter les morts. Comme nous disions tout à l'heure, le dernier tour de table, est-ce que vous croyez vraiment que le Conseil de sécurité, lorsqu'il fait même une réunion informelle, n'est pas déjà là en train de tirer le signal d'alarme sur le cas Cameroun? Mais vous savez, il faut se dire, une chose, c'est que depuis la chute du mur de Berlin, l'un des principes qui guident le Conseil de sécurité, c'est de prévenir les conflits. Donc, même lorsqu'on veut résoudre les conflits, on doit le faire le plus tôt possible. Et 1850 morts, c'est déjà assez. La crise a déjà duré 3 ans. Ça a déjà duré 3 ans. Bon, maintenant, pour répondre à mes prédécesseurs, M. Anisser a dit que... Nous sommes à 600 morts par an. M. Anisser a dit que, reprenant Barack Obama, qu'on a besoin des hommes forts et non des institutions fortes. Parlant de la constitution des États-Unis qui n'ont pas été modifiées. Mais vous savez bien qu'en Afrique, et particulièrement au Cameroun, la constitution, c'est un jouet qu'on déplace comme on veut. Biya, combien de fois a-t-il modifié la constitution? Pas beaucoup. Bon, en tout cas, d'abord, revenons à la constitution de 96. Constitution de 96, je prends 2 dispositions. Il y a une disposition qui dispose que le mandat est de 7 ans. Jusqu'aujourd'hui, le mandat est de 7 ans. Ça profite à qui? À la longévité du chef de l'État. Du président de la République. Bien sûr. Qui en l'occurrence, le président Paul Biya, voilà, il a levé le verrou pour se maintenir au pouvoir. Mais la disposition qui porte sur la décentralisation, la première loi sur la décentralisation est venue quand? En 2004. Combien de temps après? Le temps permet de saisir la volonté des acteurs. Ça, c'est un principe indéniable en sociologie politique. Donc, Paul Biya, nous en tenir au discours de Paul Biya. Paul Biya, cette parole reflète ce qu'il ne veut pas faire. Il nous a dit qu'il veut nous apporter la démocratie. On ne peut même pas inscrire des gens sur les listes électorales. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Moi, j'ai été mandataire d'un parti politique dans une localité. Ce que j'ai vu, si je dois décrire ça, c'est un film d'horreur. On sort même les machettes pour poursuivre l'opposition. Donc, dire que la démocratie au Cameroun, c'est du roman. C'est le roman politique. Non, vous ne pouvez pas remettre en question ce qui a été construit depuis fort longtemps. Rien n'était construit. On ne peut pas rien n'était construit, c'est les discours. Rien n'était construit. La liberté d'expression, quelle liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est un phénomène global. Mais même à l'époque d'Aïdjo, on parlait. Mongo Betty parlait à l'époque d'Aïdjo. C'est quand même une Mongo Betty parlait à l'époque d'Aïdjo. Et on ne l'a pas tué. Alors, vous parlez du président de la République. C'est une liberté d'expression. Même sous Hitler, on parlait.
fondamentaux de la démocratie. On parlait, donc le parler, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est les élections. Moi, quand même, j'ai voté. Voilà, le suffrage universel. Oui, mais il y a eu fraude. Il y a eu fraude. Je voudrais quand même renvoyer la question, M. Ndiaye. Est-ce qu'au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Cameroun va-t-il enfin se décider à résoudre le problème de la crise anglophone? Vous qui n'êtes pas si loin du parti qui décide au Cameroun, comment est-ce qu'on peut se dire que de ce côté-là, on prépare la réconciliation? On ne va pas seulement se cantonner au tweet ou bien aux publications du président de la République. Mais maintenant, qu'est-ce que le gouvernement entreprend pour que le Conseil de sécurité ne vienne pas nous répéter un cas irakien, un cas soudanais ou encore plus près de nous, le cas de la République du Soudan du Nord, effectivement, que nous voyons en ce moment? Bon, déjà, le gouvernement a pris déjà un certain nombre de dispositions avant l'arrivée du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons vu tout ce qui a été entrepris par le président de la République, son Excellence Paul Biya. À savoir, il a confié aux ressortissants de ces zones-là des ministères clés, à savoir le ministère de l'administration territoriale, le ministère des enseignements secondaires, pour ne citer que cela. Le Premier ministère aussi. Le Premier ministère aussi, qui continue d'appartenir à ces personnes-là. Nous avons également vu qu'il a lancé un recrutement des greffiers à l'ENAM qui n'étaient que les ressortissants de ces zones-là. Il ne fallait pas être bilingue, il fallait appartenir à ces zones-là. Nous avons également vu qu'il a créé une commission sur le bilinguisme et le multiculturalisme qui regroupe pas mal de personnes pour essayer de trouver des solutions pour remédier aux problèmes du nord-ouest et du sud-ouest. Il a créé une cour au niveau de la Cour suprême qui est chargée de résoudre les problèmes, de résoudre les problèmes sur la base de la common law. Voilà. Il a également créé une commission sur le désarmement. Ça montre qu'il n'avait pas besoin du Conseil de sécurité pour prendre toutes ces mesures. Maintenant, si on regarde le camp d'en face, qu'est-ce qu'ils ont entrepris depuis que cette guerre a commencé, cette crise a commencé, pour trouver des solutions? Ils n'ont pas proposé quelque chose, ils n'ont pas tendu la main, ils n'ont pas dit voilà ce que nous également nous pouvons faire. Tu vois qu'à partir de ce moment, on constate donc qu'il y a une volonté d'un côté et de l'autre côté, malgré tout ce qui est fait, parce que ce sont des rapports qui viennent de toutes les commissions qui ont été mises en place. Et à partir de ces rapports-là, c'est de là qu'on commence à essayer de proposer des solutions. Mais des gens estiment que rien n'est suffisamment fait et qu'il faut nécessairement qu'on passe par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais le Conseil des Nations Unies, ce n'est pas la décision d'un seul individu. Il y a également d'autres qui ont le droit de veto. Même si 4 décident, ou même si, comme il y a 5 membres permanents et 10 membres non permanents, même si les 14 membres décident pour et qu'un seul mette le droit de veto, celui qui a le droit de veto, alors rien ne sera fait en fonction de ce qu'ils veulent que ça se passe. Parce que la difficulté pour nous, c'est qu'il faut qu'ensemble, qu'on ait un esprit de tolérance et qu'on ait véritablement une volonté de vivre ensemble. Parce qu'on remarque que, bon, on ne peut pas jeter directement le doigt accusateur sur les autres, parce qu'on ne le maîtrise même pas. Qui pilote l'Ambazonie? On ne sait pas qui pilote l'Ambazonie exactement. On ne sait pas qui pilote l'Ambazonie. Sisikou Ayuk Tabé est en prison. Aujourd'hui, les différents leaders sécessionnistes, on ne sait pas d'où ils partent, on ne sait pas qui donne les ordres, mais on sait parfois que certains sont à l'étranger, principalement du côté des États-Unis. Le président de la République, son Excellence, Paul Biya, a aussi siégé comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était en 2003, et il n'avait pas opposé son veto pour que les États-Unis attaquent l'Irak. Ce petit rappel dans l'histoire est fait pour que les Camerounais aussi sachent que le Cameroun a toujours été acteur des relations internationales et qu'il a souvent pris part aux grandes messes, notamment les messes qui concernent les questions de sécurité de ces différents États. Le Cameroun a enregistré, selon le quotidien Mutation, 1850 morts depuis les 3 années que dure la guerre entre le nord-ouest et le sud-ouest, et les forces loyalistes
accrochés à la République du Cameroun. Ça fait à peu près 2 morts par jour. 2 morts qui sont très graves, des morts qui s'empilent et dont on ne sait pas exactement la cause et on ne voit toujours pas jusqu'à aujourd'hui la solution. Repensons l'Afrique, c'est tout de suite la deuxième partie avec 36 000 francs de salaire minimum gagné au Cameroun et justement le débat sur la capacité des Camerounais à vivre avec un tel salaire. Grégoire Rona sur la CIATV est venu justifier que 36 000 francs CFA, le salaire minimum gagné par les confessions intersyndicales qui a été voté il y a quelques années et validé par le Premier ministre Philemon Yang à une certaine époque, est suffisant pour qu'un Camerounais puisse vivre durant un mois. Loyer et pension pour les enfants, pour les écoles, électricité, eau et nourriture. Avec 36 000 francs au Cameroun, on peut donc vivre. Il s'agit effectivement de 50 € pour tous les Occidentaux qui nous observent, qui nous regardent. Nous voulons ici débattre un peu ce soir sur ce SMIC camerounais-là qui est passé de 28 000 à 36 000 francs. 8 000 francs ont effectivement été ajoutés au salaire minimum gagné au Cameroun, mais les Camerounais continuent de souffrir. Très peu disent même ils ne vivent pas de ce salaire. Très peu aussi perçoivent ce salaire-là tous les mois. Est-ce que le SMIC camerounais est-il d'abord vraiment de 36 000 francs ou alors est-ce un chiffre juste qui a été choisi ainsi pour que nous puissions continuer de nous considérer comme un pays pauvre, très endetté? Est-ce que le SMIC à 36 000 francs est une réalité au Cameroun, pour commencer? Le SMIC, c'est une notion institutionnelle. C'est le salaire minimum que l'on puisse payer à un salarié au Cameroun. Donc, c'est une réalité juridique, institutionnelle, mais on trouve bien des Camerounais qui vivent en deçà de ce salaire-là. Il y a les call-boxers qui gagnent moins. Il y a des employés dans les call-box, il y a des employés dans les bars qui gagnent moins. Il y a des femmes de ménage qui gagnent moins que ça. Bon, vivre, vous savez, même les plantes vivent. Même les oiseaux vivent. Avec 36 000, quand on te dit que tu peux vivre avec 36 000, on peut demander à ce monsieur-là si un gendre vient chez lui et propose de prendre sa fille en mariage en touchant un salaire de 36 000, est-ce qu'il va accepter? S'il accepte, ça veut dire qu'on peut vivre avec 36 000, mais je pense bien que non. On peut aussi se demander si même le chien, parce qu'on connaît comment vivent les chiens de ces pontes du régime-là, si le chien de cet individu-là peut vivre avec 36 000 et ne pas avoir de puces, parce qu'ils n'aiment pas les puces chez eux, même les cafards, ils n'aiment pas avoir chez eux. Donc, on voit bien que pour eux, c'est la banalisation de la vie, les gens peuvent végéter, survivre, ça ne leur dit rien. Ça nous renvoie bien à ce que Karl Marx disait dans Le Capital. Nous sommes en pleine aliénation de l'être humain. On a en haut une oligarchie, une bourgeoisie non productive, parce que celle du Cameroun est non productive, qui peut vivre avec des patrons, des multinationales qui viennent d'ailleurs et payer les gens avec des salaires de catéchistes, tant qu'ils ont des avantages, tant qu'ils peuvent détourner, parce que ceux qui touchent qui gagnent même 500 000, parce que ceux qui sont en prison pour les détournements, là, ils ont plus d'1 million par mois. Et ils volent quand même. Et ils estiment que les autres peuvent vivre avec 36 000. Aller chercher la logique. Est-ce que 36 000 francs de SMIC au Cameroun est une réalité? Vit-on en deçà ou alors la majorité des Camerounais vivent au-dessus de ce SMIC? Bon, déjà, le SMIC, je ne peux pas affirmer avec exactitude si la majorité des Camerounais vivent au-dessus du SMIC ou alors la majorité vivent en deçà du SMIC. Mais le SMIC au Cameroun, nous savons bien que c'est une loi qui a été mise sur pied et nous ne devons pas l'ignorer. Le Cameroun est l'un des États en Afrique qui a le SMIC le moins élevé, contrairement aux autres. Mais maintenant, donc, vivre avec le SMIC, on peut bel et bien vivre avec le SMIC parce que le revenu de quelqu'un ne dépend pas entièrement de son salaire. Parce que nous savons bien qu'il y a, par exemple, comme le disait tout à l'heure, il y a des call-boxers qui vivent avec moins de 36 000 francs par mois. Comment vivent-ils? C'est-à-dire, je voudrais bien savoir, est-ce qu'ils vivent de chasse, de pêche et de cueillette ou alors dans une société organisée comme
les grandes villes telles que Yaoundé, Douala. Comment est-ce qu'on peut faire pour vivre avec 36 000? Bon, j'ai dit tout à l'heure que le revenu ne dépend pas entièrement du salaire que la personne perçoit. Et puis, le SMIC, peut-être c'est une décision de l'État, mais les gens ont bel et bien suivi le ministre qui a dit qu'on peut vivre avec 36 000. Mais vous n'avez pas également suivi ce que le ministre a également dit, qu'il y a un certain nombre de mesures qui seront prises pour que chaque employé soit affilié à la CNPS et que des mesures seront prises pour frapper les employeurs qui n'affilient pas leurs employés à la CNPS. Parce qu'il y a des personnes qui vivent même en deçà, qui perçoivent un salaire en deçà du SMIC. Mais maintenant, vous savez que le revenu de tout un chacun dépend peut-être de ses connexions. Par exemple, pour les femmes de ménage, elle peut avoir un certain nombre de facilités peut-être dans son lieu de service, ce qui fait en sorte qu'elle peut jongler pour, comme on appelle dans le jargon camerounais, jongler pour essayer de couvrir les fins du mois. Un pays de jongleurs, alors, si nous jonglons entre un salaire minimum qui est en deçà de 36 000 et des revenus qui sont au-dessus de 36 000, est-ce que notre société est suffisamment organisée pour que nous puissions parler d'un pays qui veut vraiment accéder à cette émergence où nous créons tant les bienfaits sur les toits? Je suis vraiment choqué lorsque un père de famille peut dire qu'on peut vivre avec 36 000 francs. Je suis vraiment choqué parce que j'ai du mal à parler de cette question parce que lorsque moi je suivais ce journal avec ma maman, elle me dit: mon fils, le père si est normal. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il s'écoute? Est-ce qu'il entend même ce qu'il dit? Est-ce que ses enfants le regardent? Alors je pense bien que M. Grégoire Ona était dans un autre monde. Le monde dans lequel il vit est en déphasage avec la réalité sociale. Est-ce qu'il est un peu allé en tabac? Est-ce qu'il est un peu allé en mangué au niveau du carrefour sorcier? Au niveau des escales? Est-ce qu'il est un peu allé au rail, à Ngosso? Est-ce qu'il est allé là-bas, au rail Eligedjoa? Est-ce qu'il a vu comment les gens vivent dans une paupérisation extrême? Et il dit qu'on peut vivre avec un SMIC de 36 000 francs? Non, je ne pense pas que notre pays, ceux qui nous dirigent là, sont sérieux. Alors, il ne faut pas être dans l'opulence et dire, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ne connaissent même pas combien coûte une baguette de pain. Ils ne connaissent pas. Beaucoup là ne payent pas des factures d'eau. Beaucoup là ne payent pas des factures de courant. Beaucoup là, ils ne savent même pas combien coûte la pension de leur enfant. Beaucoup là ne savent pas combien coûte le litre du carburant. Parce qu'ils ont tous ces avantages-là. Alors c'est parce que vous vivez dans l'opulence et que vous vous mettez à Mondovision. Et la journaliste de lui poser la question une deuxième fois: vous êtes sûr qu'on peut vivre? Il a dit: bien sûr. C'était pour amener ce ministre-là à corriger sa phrase. Mais comme il était obstiné tellement à défendre le régime dans lequel il est, prouver à Mondovision qu'on peut vivre, mais je pense qu'il est en train de se moquer des Camerounais. Est-ce que le ministre n'était pas dans la posture de celui qui est membre du gouvernement? Ou alors vous vouliez qu'il trahisse ses positions en tant que membre du gouvernement? Non, ce que j'ai dit, qu'il était dans la posture d'un membre du gouvernement, mais il faut qu'on fasse un peu une dichotomie entre... Le ministre a fait son travail en mentant? Non, je n'ai pas dit qu'il ment. Je n'ai pas dit qu'il ment, mais ce qu'il dit n'est pas en phase avec la réalité sociale. Je ne veux pas dire à un ministre comme lui, il dit à Mondovision qu'il est en train de mentir. Mais qu'il faut que ces gens-là touchent la réalité eux-mêmes, qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui vivent en dessous de 36 000 francs. Une chambre coûte combien aujourd'hui? La chambre la plus moins chère coûte peut-être 10 000 francs. Il va rester 26 000 francs. Vous allez payer l'eau à combien? Vous allez nourrir vos enfants qui partent à l'école à combien? Le monsieur vient de dire tout à l'heure qu'il faut les affilier à la CNPS. Mais ça, c'est un véritable challenge. Ça relève de l'extraordinaire. Comment vous pouvez payer quelqu'un 36 000 francs et vous l'inscrivez à la CNPS? Qui paye les cotisations. Qui paye les cotisations chaque fin du mois. Vous n'arrivez même pas d'abord à atteindre 50 000. Mais ce sont les cotisations à la CNPS que vous allez payer. Mais que non. Alors... dit qu'avec ce genre de choses, on va donc se poser la question: va-t-on arriver à l'émergence 2035? Sujet très sensible, mais sujet qui nous interpelle tous, parce que nous tous nous sommes concernés par le SMIC. Est-ce qu'avec un salaire de 36 000 francs, les Camerounais peuvent vraiment... sont-ils capables aujourd'hui de continuer de supporter avec le coût de la vie qui est cher? Il n'y a pas bien longtemps, nous avons le prix de quelques denrées de première nécessité qui a augmenté et nous avons encore une certaine inflation qui continue d'être galopante sur l'économie de façon globale.
comment est-ce qu'avec ce SMIC, les Camerounais vont-ils percevoir la vie demain après-demain de ce style? Non, bon, mais vous voyez, un des panélistes proches du régime a dit que 200 000 morts, on banalisait la vie. Donc, même si les Camerounais mangent les herbes et tout le reste, il n'y a pas de problème. Tant que le Ngom est là, assis et étudie, ça va. Tant que Yaoundé, ou bien étudie, respire. Tant qu'on respire et étudie, le Cameroun vit. En fait, 36 000 francs, vivre avec 36 000 francs, ça veut dire qu'on vous interdit tout. Puisque vous devez vous loger, après vous être logé, après ça avoir... revient à 1200 francs. Non, parce que le logement minimum, c'est 15 000. Hein. Même dans les lobbies, même dans le marécage, c'est 15 000. Si tu payes le courant, tu payes un peu d'eau, tu es à 20 000. Il te reste 16 000. Ça veut donc dire que tu es interdit de tomber malade. Or, tu vis dans un lieu où la maladie est partout. Dans les lobbies, c'est là où les moustiques. C'est une industrie de moustiques. C'est là où c'est le repère de moustiques. Donc tu peux échapper aux moustiques, tu vas tomber malade. Mais on t'interdit de tomber malade. Or, nous avons vu dans les hôpitaux du Cameroun comment les gens sont embastillés. Il y a les prisonniers dans les hôpitaux du Cameroun. Donc, en fait, on veut dire aux Camerounais, bon, on est là, on est au pouvoir, votre bien-être ne nous dit pas grand-chose. C'est ça, en fait. Nous allons faire une petite remarque à la régie par rapport au thème. C'est 36 000 francs de SMIC au Cameroun. Peut-on survivre? Peut-on survivre? Nous espérons que la régie va pouvoir modifier cette légère erreur. Alors, nous allons continuer, M. Anissé Ndiaye. Est-ce que lorsque le gouvernement camerounais a décidé que le SMIC serait à 36 000, c'était à une époque où nous pouvions vivre ainsi? Ou alors, est-ce une décision qui tend à légitimer effectivement la pauvreté dans notre pays? Bon, déjà le SMIC se définit par rapport au niveau de vie, au niveau de vie dans un pays. Bon, maintenant, ce SMIC a été décidé il y a de cela quelques années quand même. Et aujourd'hui, nous constatons que les choses se compliquent. Et vivre avec 36 000, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça c'est vrai. Ça demande beaucoup de sacrifices. Comme il y a également des gens qui peuvent vivre avec, c'est-à-dire que peut-être même avec 1 million, et faire également beaucoup de sacrifices. Mais nous savons que 36 000 francs, c'est faire pas mal de sacrifices. C'est-à-dire que tu est obligé de ne pas manger, de manger peut-être un repas par jour, de ne pas tomber malade. Mais néanmoins, nous savons, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la posture de Grégoire Rona. Nous sommes dans la posture du Camerounais qui vit au quotidien avec les gens de Ntabalonka, de Ngusso et autres, qui savent qu'il y a des gens qui ont même moins de 36 000, mais qui, à partir du moment où tu constates que quelqu'un a vu le mois suivant, tu as quand même su que même si tu ne vis pas avec lui au quotidien pour savoir comment il gère c'est peut-être 25 000 ou c'est 30 000, mais si tu le vois en vie le mois suivant, c'est qu'il a pu quand même s'en sortir avec ses 30 000 ou ses 25 000. Et nous savons également que, bon, le Camerounais a cette posture de battant. Parce que même si on va même, ne serait-ce que sur une sphère un peu élevée, par exemple dans les administrations publiques, pour ne prendre que cela, je ne dis pas dans les entreprises parapubliques, mais dans les entreprises publiques, vous allez voir que le salaire du fonctionnaire ou du contractuel n'est pas aussi élevé. Même à ce niveau-là, on se demande bien comment les gens font pour s'en sortir. Effectivement, la question, on va la poser. Comment les fonctionnaires qui touchent des salaires parfois à partir de 45 000, 55 000 font pour arrondir leur fin de mois? Bon, je ne suis pas fonctionnaire parce que je suis pas vous, en tant qu'analyste politique, en tant qu'observateur de la chose politique, il faut comprendre qu'il a dit quelque chose qui m'a un peu fait rire là. Les Camerounais sont des battants. Une par son âme que la vie c'est la bastonnade. Donc il faut se battre tous les jours. Alors les Camerounais sont des battants. Mais il ne faut pas qu'on s'apitoie sur cette bastonnade-là, suivez mon regard, pour continuer à vivre dans la survie. Parce qu'on ne peut pas vivre, on survit avec 36 000 francs. Savoir comment les fonctionnaires vivent, un Camerounais ordinaire ne peut pas
vivre uniquement de son salaire. Alors beaucoup ont des activités connexes. Ils pouvaient faire d'autres activités. Des Camerounais ont plusieurs casquettes aujourd'hui. Tu voyais quelqu'un, il a la fonction publique, c'est lui qui a le box au quartier, c'est lui qui a la quincaillerie, c'est lui qui a une épicerie devant sa porte, c'est lui qui envoie les enfants vendre la tomate au marché, c'est lui qui envoie telle personne faire quelque chose. Alors à la fin du mois, on réunit tout ça et ça fait quelque chose. Est-ce qu'on va donc continuer à vivre dans ce genre de vie où pour manger, il faut souffrir, il faut gratter le sol pour avoir les besoins de premières nécessités. Le manger, il vient de dire tout à l'heure là, le manger, le vêtir, le loger, la santé. Il a dit qu'il faut faire des sacrifices, que tu ne dois pas tomber malade, mais il est très difficile dans l'environnement dans lequel nous vivons. Un environnement malsain, allons un peu en tabac, dans les lobbies là-bas, il est très difficile, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Comment ils ne vont pas tomber malades? Nous allons un peu baisser la température. Nous allons tout simplement demander aussi à M. Kwam, quel est par exemple, vous qui militez souvent pour un parti d'opposition, qu'est-ce que l'opposition propose comme SMIC aux Camerounais? Pour que vous nous puissiez aussi dire à certains des téléspectateurs qui nous regardent que bon, choisissez aussi peut-être pour les législatives, les municipales, quelqu'un qui vous propose mieux. Bon, nous sommes là dans les questions d'équilibre de la parole. Hein. Le moment où les électeurs ont choisi, on a vu ce que le Conseil constitutionnel a fait du choix des Camerounais. Nous n'allons pas revenir sur le passé, comme le dit le président de la République. Oui, parce que pardonnons et avançons. Non, on ne pardonne pas et on avance. L'homme ne doit pas devenir un psychopathe, un déréglé pour oublier comme ça. On n'oublie pas comme ça. Hein? L'homme doit penser, il agit avec son cerveau, avec sa mémoire et tout le reste. Bon, le MSC avait un programme. Le SMIC au MSC, c'est 55 000 francs. Oui. C'est 55 000 francs. On a jugé 100 dollars. Oui, on a trouvé que c'est un SMIC assez raisonnable pour le niveau de notre économie actuelle. Parce que c'est en développant l'industrie, en produisant des richesses, qu'on fait monter le niveau des salaires. C'est comme ça. Bon. Dans un Cameroun émergent, par exemple, d'ici 2035, quelle est la vision du gouvernement par rapport au salaire minimum gagné? Bon, la vision du gouvernement est de multiplier complètement les salaires. Maintenant, le moment venu, nous allons essayer d'examiner en tenant compte de tous les paramètres qui nous entraînent vers l'augmentation du SMIC et l'augmentation des salaires. Parce que si les revenus ne montent pas, ça n'augmente pas, si on n'est pas capable de produire en grande quantité et que nous dépendons entièrement, par exemple, des produits externes, ça fait que ça va un peu compliquer la donne. Mais je crois que avec l'avenir, nous allons essayer d'augmenter. Je ne peux pas dire que nous allons augmenter peut-être à 100% ou à 200%. Mais je sais quand même qu'une chose, à partir du moment où la difficulté se fait sentir, puisque les Camerounais, ils ont un problème qui se fait de plus en plus sentir, c'est le problème des revenus. C'est-à-dire que des revenus qui sont qui sont très, très, très bas. Les revenus sont bas, effectivement, mais nous allons faire un dernier tour de table pour demander tout simplement à chacun d'entre vous de nous dire qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux membres du gouvernement à l'heure actuelle pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie. Parce qu'après la critique, généralement, il y a des propositions pour que nous puissions toujours ouvrir le débat. Voilà, ce qu'on peut proposer, ce que moi je pourrais proposer au gouvernement, c'est parce que tout est méthodique. Le gouvernement ne peut pas s'élever à partir de rien et améliorer les conditions de vie des Camerounais. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait une croissance économique pour que l'amélioration des vies des Camerounais se suive. Alors, s'il n'y a pas de croissance économique, il sera très difficile. Et pour qu'il y ait croissance économique, il faut une forte industrialisation du Cameroun. Il faut industrialiser tout au Cameroun. Et pour industrialiser tout au Cameroun, il faut qu'il y ait l'énergie. Suivez mon regard. Et pour qu'il y ait de l'énergie, il faut qu'il y ait de l'eau. Suivez mon regard. Alors, si ces choses-là ne sont pas véritablement mises en place,
il sera très difficile que le Camerounais lambda que je suis, parce que je vis à Mangui, je sais de quoi je parle, puisse avoir des conditions de vie favorables, puisse payer le pain chaque matin, puisse payer une Ivaquine, un paracétamol, puisse envoyer peut-être son gosse à l'école, et pourquoi pas prendre soin de toute sa famille. Alors, il faut déjà que le gouvernement essaye de voir les autres éléments là, avant de voir le citoyen lambda que je suis. Au MRC, par exemple, on sait que le SMIC est proposé à 55 000 francs, mais à l'état actuel des choses, comment est-ce que le gouvernement camerounais, comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de vie des Camerounais sur le plan salarial? Bon, vous savez que même la Banque mondiale a conseillé au Cameroun de revoir le salaire des fonctionnaires. Et si le salaire des fonctionnaires augmente normalement sur le marché du travail, les salaires vont aller vers la hausse. Mais il y aura aussi une inflation économique qu'on ne pourra certainement pas maîtriser. Vous observez qu'actuellement, il y a une inflation sans que les salaires ne grimpent. L'inflation peut venir d'une simple décision. Quand l'État décide d'élargir l'assiette fiscale et de revoir la taxation des principaux produits de base, le lait, le poisson et tout le reste, il y a inflation. L'inflation n'est pas seulement d'origine salariale. Elle a plusieurs origines, même naturelles. Il peut y avoir une catastrophe économique. Même la crise anglophone peut déboucher sur une inflation. Donc, il faut revoir complètement le modèle économique. Nous avons à la tête de l'État un monsieur qui était formé dans une école d'administration. C'est un administrateur. Et les administrateurs n'ont une conception comment on dit, princière, pro-pétatique, pro-lycée, là, ils ne pensent pas le développement. Notre chef d'État n'est pas équipé pour penser le développement. Il n'est ni un penseur, ni un économiste. Donc, moi, je n'ai pas de proposition à lui faire. La proposition que je puisse lui faire, c'est de donner le pouvoir aux gens capables. Vous avez quelque chose à dire à propos? Oui, on ne peut pas dire que le président n'est pas un penseur. Je vous ai dit que le président de la République, c'est une institution d'abord morale et physique. Alors, le président de la République est entouré, je ne suis pas un partisan du RDPC, je suis objectif. Le président de la République est entouré, il est entouré des hommes, des économistes. Parce qu'il ne faut pas mettre à la tête d'un pays un économiste. Est-ce qu'il les écoute? Il les écoute. Je suis. Le président de la République les écoute. Penda Ekoka dit qu'il ne les écoutait pas. Ah, c'est Penda Ekoka. C'est son conseil économique. Penda Ekoka a dit qu'il n'écoute pas. A une obédience politique. Alors, non, avant ça, il est sorti pourquoi? Il était au gouvernement, pourquoi il est sorti? Qui prend les décisions économiques? C'est le président. Qui prend les décisions? C'est le président. Sur quelle base? Sur les bases de quoi? C'est lui. Sur la base de quoi? Sur la base des experts. Non, c'est là qui les entoure. Non, pas forcément. Nous allons donner la parole à quelqu'un qui son idée de l'État. Nous pensons qu'il y a quelqu'un qui peut être plus proche du gouvernement et qui peut nous dire clairement comment est-ce que les décisions économiques se prennent au niveau de l'État. Bon, déjà, les décisions économiques, nous savons bien que comme toutes les autres décisions, nous avons le président de la République a tout autour de lui des conseillers, des ministres qui sont suffisamment outillés, qui sont des spécialistes de la chose. Parce que quand tu as dit que le président de la République n'est pas suffisamment équipé pour pouvoir prendre... Il est sous-équipé, ça veut dire que c'est remettre en cause, ça veut dire que c'est complètement... Ça fait 37 ans. Remettre en cause un certain nombre... C'est de remettre en cause un certain nombre de personnes, et c'est-à-dire de mettre en doute la compétence des personnes qui sont suffisamment capées, outillées sur le plan international. Mais ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'il faut tirer sur le président de la République, c'est tout le monde qui peut le faire. Mais les bonnes décisions que le président de la République, qui par exemple confie des responsabilités à certaines personnes, qui estiment qu'ils ont pris ces décisions parce qu'ils sont suffisamment forts, mais alors qu'ils avaient un mandat de quelqu'un et ils se revendiquent ces victoires-là. Et là, à ce niveau, le président de la République ne vaut rien. Il n'est pas capable de tout. Et ce sont ces personnes, c'est-à-dire que c'est le choix. C'est-à-dire que peut-être ce qu'on peut reprocher, par exemple, à notre leader, peut-être c'est son laxisme, c'est-à-dire que peut-être il ne frappe pas à temps. Mais ce n'est pas de la compétence, parce qu'à ce niveau, il a démontré par A plus B
il est compétent. Si en 37 ans, c'est aujourd'hui qu'on passe au Conseil de sécurité, contrairement à tous les autres pays africains, nous devons tirer un coup de chapeau à cet homme. C'est vrai quand même que je ne veux pas dire qu'il y a de la compétence, mais elle est limitée, tu vois un peu. Le président de la République a entouré des gens qu'on voit, des grands professeurs de renom en économie, en sciences politiques, en droit, alors des gens qui peuvent lui donner des conseils pour apporter un plus. Parce que les mêmes gens que vous avez au MRC, ce sont tous des professeurs agrégés en économie, en sciences juridiques, en sciences politiques. Mais maintenant, il y a une limite. S'il y a de la compétence, comment est-ce qu'on peut expliquer que... Vous savez, le président de la République a une conception de l'État. Chaque individu a sa psychologie. Le président de la République... Vous avez la psychologie du président de la République? Il y a des ouvrages là-dessus. Il y a des gens qui l'ont fréquenté. Il y a des ouvrages sur sa psychologie. Bien sûr. Alors, donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Paul Biya n'a pas une bonne perception des intellectuels. Merde. Il ne les apprécie pas tellement. Il aime les hommes d'action. Mais pour lui, comme c'est un administrateur, surtout un administrateur des colonies, formé comme des préfets, les préfets ne pensent pas au développement d'une localité, ils pensent à la stabilité d'une localité. Et le Cameroun a été tellement stable qu'il est devenu un État stationnaire. Et aujourd'hui, c'est défait de lui-même. Biya est effectivement accompagné des imminences grises. Ok, j'aime quand vous dites ça. Non, bien sûr. Voilà. Quand tu as un professeur, les professeurs Bekolo Ebe, qui ont été à côté de lui, les Luxin Raphaël Magloire Fouda, le professeur. Raphaël Magloire Fouda, le professeur de la Léquier, l'économiste, Tuna Mama. C'est des intellectuels capés. Mais où est Bekolo Ebe aujourd'hui? Il est en prison. Oui. Ah bon? Mais Bekolo est bien en prison. Okay. On ne compte pas les professeurs qui sont en prison sous Paul Biya. Mais pour bien connaître comment un homme politique fonctionne avec les intellectuels, il faut voir son rapport avec, les philosophes. Ça fait néanmoins beaucoup de professeurs en prison. Le premier. C'est qu'Aristote appelait la sophocratie. Il faut voir ses rapports. Quel est le ministre qui a mis le moins de temps? Quel est le professeur qui a mis le moins de temps au gouvernement? C'est qui? C'est John Mollet. Il n'a même pas fait 6 mois. Parce qu'il a passé du temps à éditer ses livres. Il n'a même pas fait 6 mois au gouvernement. Pourquoi? Parce que les philosophes, c'est des gens qui ont une hauteur d'esprit. Ce ne sont pas les voleurs, mais bien des gens comme ça qui tu voles, il te tiennent, il peut te mettre en prison quand il veut, il peut te contrôler. Il a longtemps mis, il a mis long. Même toi, Massé n'a pas duré comme recteur. Pourquoi? Parce que vous êtes de prendre l'argent et faire passer ça dans les circuits de la présidence. C'est ça le régime Biya. Le vol. Le vol, il aime les voleurs. Je préfère avoir un homme qui est dans la praxis que d'avoir un philosophe. Parce que les philosophes n'ont que des discours creux. Des discours nuageux. Donc, Macron, c'est un philosophe. Macron, c'est un philosophe. Mais il était à l'ENA. Étudiant d'un très grand philosophe encore français. Mais il était à l'ENA, il a pris l'administration. Mais c'est un philosophe. Mais Macron, il a pris l'administration. On l'appelle même le philosophe président. Mais pourquoi vous prenez Macron en exemple alors qu'on parle de rupture coloniale? Tu vois bien que Macron... il veut faire les réformes. C'est qu'aucun chef d'État français n'est pas venu à faire. Macron, il pense l'État. Le président Sarkozy a bien fait des réformes. Non, Sarkozy n'a pas fait de réformes. J'étais disant que je préfère avoir un homme qui est dans la praxis, qui est sur le terrain, que d'avoir un philosophe. Parce que le philosophe n'a que des discours nuageux. Un peu. Son monde est tellement intelligible, tout ce qu'il dit n'a aucun rapport avec la réalité sociale. Alors le président de la République est entouré. C'est vrai que ces hommes-là, dans une certaine mesure, ils ont une incompétence sur le terrain. Mais compétence en question de savoir, ils en ont. Mais, comme le disait mon copanéliste tout à l'heure, la seule chose que nous reprochons à notre président aujourd'hui, c'est son laxisme. Vous avez dit tout à l'heure qu'il est handicapé. Il n'est pas handicapé. Le temps du président n'est pas le temps du peuple. Le temps du peuple n'est pas le temps... Il est... Mais mon frère, le président Biya est parmi... Tapez sur Google, vous allez... Tapez sur Google. Au moins, attendez, allez sur Internet, vous tapez les présidents les plus diplômés au Cameroun, au monde entier, les présidents les plus intellectuels au monde entier, vous allez voir que notre président figure. Obama c'est un docteur, Macron c'est un docteur, ils sont nombreux, Hassan Tchouchi. Le président Biya, allez-y, vous avez un smartphone, vous allez comprendre que le président Biya il ne s'agit pas ici nous parlions du SMIC camerounais. Attendez un instant. Est-ce que le débat que nous sommes en train de mener va améliorer les conditions de vie des Camerounais? Je ne sais pas. La question était de savoir quelles sont les propositions que nous faisons pour que les conditions de vie des Camerounais soient améliorées. Bon, malheureusement, les passions ont pris le dessus. Et nous voulons aussi dire que, bon, c'est là, ce sera le mot de fin de notre émission.
Le professeur Maurice Kamto est bien en prison, le professeur Bruno Bokolo est bien en prison, le professeur Dieudonné Oyono est bien en prison. Il n'est pas bon d'être professeur au Cameroun, d'appartenir au gouvernement de Paul Biya, car on risque de se finir par se retrouver en prison. Ils sont nombreux ces enseignants-là qui sont passés par les bancs de l'université, qui ont enseigné les uns et les autres, mais qui malheureusement aujourd'hui se retrouvent dans les murs, les geôles de la prison centrale de Mkondengi. Le Cameroun, c'est 36 000 francs encore jusqu'aujourd'hui, le SMIC, que le salaire minimum gagné par les uns et les autres. Le Cameroun, c'est une guerre de 1850 morts depuis 3 ans qui affecte les populations dites anglophones, celles appartenant aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le Cameroun est un État aujourd'hui effectivement en ébullition, un État qui nous laisse à croire que d'ici quelques temps, les signaux d'alerte sont au rouge. La pauvreté grandissante, un mal-être social existant, un mal-être politique et économique effectivement conséquent. Le Cameroun ne va pas fondamentalement bien comme il y a 20 ans. Mais le Cameroun suivi, les Camerounais sont un peuple épris de paix, un peuple épris de justice, un peuple qui continue de vivre ensemble. La preuve, nous avons ici, toujours jusque-là, continué d'œuvrer pour que notre pays ne tombe pas effectivement dans une violence générale. Lorsque le nord-ouest et le sud-ouest ne vont pas bien, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, Ngaoundéré et Bertoua et Bolova, eux, ils continuent d'œuvrer pour que le Cameroun continue de vivre. Nous avons vu les Camerounais œuvrer pour que les populations du nord-ouest et du sud-est continuent d'avoir à manger. Nous avons effectivement constaté que ceux des Camerounais ont cotisé de leur argent pour pouvoir continuer de soutenir les Camerounais qui souffrent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le Cameroun est un pays qui va rester, qui demeurera un pays de paix, un pays de justice, un pays épris d'amour, un pays dont les conditions de vie seront certainement améliorées. Mais rien n'est parfait sous ce monde. Nous continuons de dire aux Camerounais de tenir bon. Repensons l'Afrique, c'était votre émission d'analyse, de débat, de commentaires. Nous espérons avoir été à la hauteur de vos attentes, très chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons une agréable soirée pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui continuent de regarder les matchs de football occidentaux. Nous leur souhaitons aussi du courage. Repensons l'Afrique, c'est votre rediffusion samedi et c'est aussi un programme à revoir sur les différents réseaux sociaux YouTube et Facebook qui sont Canal 7 Harmonie. Repensons l'Afrique, une rediffusion aussi le samedi. Nous vous disons donc